Alors, bonjour tout le monde. Welcome everyone. Bienvenue à notre webinaire intitulé Réconciliation axée sur les relations. Nous apprécions le temps que vous avez pris aujourd'hui pour faire de la place à la contemplation et à l'examen de ce qui signifie la réconciliation dans le contexte de notre monde, de notre travail, de notre croissance personnelle. Pour ceux et celles que je rencontre pour la première fois aujourd'hui, je m'appelle Holly Dougal. Je suis membre très fier de l'équipe FCC et j'ai le plaisir d'animer cette heure avec vous. N'hésitez pas à vous présenter et à indiquer sur quel territoire vous vous retrouvez dans la boîte de clavardage. Je présente maintenant ma reconnaissance territoriale en ce moment. À vrai dire, celle-ci, ainsi que ma déclaration de positionnalité, sont en évolution continue et les contenus reflètent où je me retrouve dans mon parcours personnel d'apprentissage et de sensibilisation, dans ma compréhension de la réconciliation et dans ma relation émergente avec les Premières Nations. Celles-ci sont les premières gardiens et gardiennes, ainsi que les seuls intendants et intendantes d'origine des terres où nous nous trouvons. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles je me retrouve font partie du territoire des Adawandron, des Anishinaabe et des Adonatsi. Connue sous son nom colonial de Windsor, en Ontario, la ville est située sur le territoire traditionnel de la Confédération des Trois-Feux, formée des nations Ojibwe, Odawa et Potawatomi. Windsor est, en effet, la plus ancienne colonie européenne continue de l'Ontario. Ses racines remontant à 1728 et à la fondation d'une mission jésuite près de l'actuelle église de l'Assomption. Wawi-Atonon, son nom indigène, faisait référence aux rives canadiennes et américaines de la rivière Détroit, ce qui soulignait l'unité que la région connaissait autrefois. Aujourd'hui, comme de nombreuses communautés canadiennes, Wawi-Atonon se caractérise par une immigration massive en provenance de l'étranger et par l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants dans notre foyer, notre paysage et notre économie partagée. La réalité de notre région, ainsi que ma réalité personnelle dans ce contexte, sont complexes et les défis qu'elles doivent révéler sont aussi complexes et multiformes. Nous devons nous efforcer à nous éduquer à la fois en tant que colons historiques et en tant que nouveaux arrivants. Comme partisans de la justice sociale, nous devons transmettre les chroniques et les tragédies vécues par nos Premières Nations traditionnelles. On doit souligner aussi le pouvoir, l'émergence et la renaissance de nos Premières Nations. On doit reconnaître et privilégier la guérison des traumatismes intergénérationnels et les conséquences intersectionnelles de ceux-ci en acceptant que c'est un processus de cette génération qui est en progrès. Je m'engage à ces pratiques régulières de sensibilisation et de réconciliation et je reconnais le rôle que mes ancêtres ont joué en profitant d'une terre qui n'était pas la leur. Miigwech, thank you. Merci. Hey, bienvenue. Alors ici, des petits rappels Zoom avant que nous commençons le vrai contenu. Alors avant de nous plonger dans notre webinaire, je voudrais juste passer en revue quelques détails administratifs. Un rappel amical dans le contexte Zoom. Nous sommes en mode réunion pour permettre plus de dialogue. Veuillez mettre votre micro en sourdine pendant la présentation et nous aurons l'occasion d'en discuter plus tard. Si vous avez des questions à poser pendant la session, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage au cours de la discussion. Nous intégrons et recueillerons vos questions pour une brève séance de questions-réponses à la fin de la session.
En ce qui concerne l'interprétation, cette session est disponible en anglais et en français. Pour accéder à l'interprétation en anglais ou en français, vous verrez un globe au bas de votre écran. En cliquant sur ce globe, vous pourrez passer entre les langues. Vous pourrez également accéder à la présentation des diapositives en anglais et en français. En haut de votre écran, vous verrez Options d'affichage. Et si vous cliquez sur la flèche à côté, un panneau apparaîtra sous Écran partagé. Alors ici, vous pouvez choisir d'afficher le jeu de diapositives en anglais ou en français aussi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos présentatrices d'aujourd'hui. Alors, deux charmantes personnes, nous avons Josée Girard et Jennifer Brazeau. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, Josée est la directrice générale de Philanthropie Lanaudière. Elle est responsable de la planification, l'organisation, la direction et du contrôle de toute activité de la Philanthropie Lanaudière. Bonjour, Josée. Bonjour. Allô, merci. Merci. Nous avons aussi Jennifer, membre de la Nation Anishinaabe, possédant plus de 10 ans d'expérience de travail pour les peuples autochtones au Québec. Depuis juillet 2019, à titre de directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Lanaudière, elle offre des services adaptés aux familles autochtones. Son riche parcours est animé par une passion constante de travailler au bénéfice de sa communauté. Alors, Josée et Jennifer ont eu une discussion animée entièrement. Nous allons maintenant partager cette conversation avec vous sous forme de vidéo. Sans plus tarder. Bonjour et bienvenue dans la région de Lanaudière, desservie par Philanthropie Lanaudière. Nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone Atikamekw non cédé, appelé traditionnellement Nitaskinan, dont le nom signifie « notre terre » en langue atikamekw. Et le territoire du peuple Atikamekw, qui siège sur la communauté Manawan, signifie « là où l'on trouve des œufs ». La communauté d'Atikamekw de Manawan est composée de 2400 habitants. Aujourd'hui, nous sommes accueillis pour notre échange sur la réconciliation au Musée d'art de Joliette. Madame Annie Gauthier, directrice générale du musée, nous explique pourquoi nous avons sélectionné ce merveilleux lieu de rencontre au cœur de Joliette et devant la magnifique œuvre autochtone qui parle de guérison. Alors, pour vous en dire plus, Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Dites-nous pourquoi nous sommes accueillis ici dans ce merveilleux musée. Bien, je peux vous parler un peu du musée. Oui, allez-y. Donc, le musée, le musée d'art de Joliette, c'est un musée très dynamique dans sa communauté qui, grâce à la taille, en fait, de l'architecture, offre une visite qui est assez intimiste avec les œuvres. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment une relation, entrer en profondeur avec les œuvres, se sentir dans cette communauté-là, donc avoir peu de visiteurs à la fois, mais en même temps avoir une portée internationale par les programmations qui, elles, arrivent d'un peu partout, par les œuvres aussi qui voyagent, qu'on expose ailleurs et tous les partenariats internationaux là, qu'on réussit à faire à chaque année. Donc, le musée a aussi une collection, une très riche collection de 8300 objets environ, qui sont très du Moyen Âge, disons, à nos jours, donc dans 4 axes de collectionnement différents, qui sont aussi de tous ordres, donc papier, peinture, sculpture, on a même de la performance dans la collection. Et le musée a une action culturelle. Donc, effectivement, on entre dans la ville, on travaille avec les partenaires. Il y a une grande synergie ici à Joliette, dans la Naudière aussi. Donc, on travaille avec des partenaires culturels comme le Centre culturel Desjardins, qui est juste en face de nous. De l'autre côté, il y a le Cégep qui est aussi présent, ce qui crée une grande effervescence. Oui. On travaille avec le Festival international La Naudière. Et on travaille aussi avec des partenaires communautaires à portée sociale, comme le Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Qui nous unit finalement, qui nous unit très bien. Effectivement. Et donc, ça m'amène à vous parler de la murale qu'on voit derrière nous.
Donc, ça a commencé en fait avec un drame. En fait, en 2020, il y a eu le décès de Joyce Echaquan, qui a vraiment secoué toute la communauté. Et au musée, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire, quel genre d'action on peut poser en fait pour se souvenir, pour comprendre cet événement un peu plus et surtout pour honorer la mémoire de Joyce. Et donc, ça a commencé comme ça, le musée a entré en relation avec le Centre d'amitié autochtone, puis on a commencé des discussions pour comprendre qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit de bon ton aussi. Et donc, est arrivée cette idée de mural, puis on est à l'entrée de la ville, ici, l'entrée de la ville de Joliette. On est dans un écrin de verre, donc la murale, elle est visible de l'extérieur. Les gens n'ont pas besoin de payer une entrée au musée, on peut la voir de l'extérieur. Et donc, l'idée, c'était de créer une première murale. Donc, l'artiste a été sélectionné en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone et l'équipe du musée. C'était Erioma Awashish, la première qui a fait la murale de 2020 à 2022. Et ensuite, l'artiste nous a soumis des noms d'autres artistes. On en a fait la sélection encore de manière collaborative. Et c'est Marie-Claude Nequado, maintenant, qui expose depuis 2022 cette belle murale. Oh, c'est magnifique. Oui. De là, en fait, c'est une forme, elle aussi, de reconnaissance, oui. de reconnaissance des tragédies qui ont eu lieu, qui m'amène justement à parler du principe de Joyce. Comme Mme Gauthier vient de nous en parler, Mme Joyce Echaquan est une Atikamekw de la communauté de Manawan qui a vécu un drame particulier. En fait, le décès de Joyce Echaquan survenu dans les circonstances abjectes le 28 septembre 2020 au centre hospitalier de Joliette de la Nodière, près de la communauté Atikamekw de Manawan, constitue l'étincelle de la démarche ayant mené à la présentation de notre rencontre d'aujourd'hui. Le principe de Joyce, en fait, vise tous les Autochtones au droit d'accès équitable, sans discrimination, aux services sociaux, santé, ainsi qu'au droit de jouir du meilleur état possible de leur santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance, le respect des savoirs, la connaissance traditionnelle vivante des Autochtones en matière de santé. Donc, c'est une belle reconnaissance qu'on lui apporte cette fois-ci en étant accueilli chez vous devant cette magnifique œuvre en son intention. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. de nous accueillir. Merci. Pour parler réconciliation, je vous présente notre invitée, Mme Jennifer Brazeau, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Nodière. Voici un petit peu sa bio, qui est quand même assez impressionnante. Mme Brazeau est membre de la nation Anishinaabe, cumule plus de 10 ans d'expérience à travailler pour les Autochtones du Québec. Depuis 2019, en tant que directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Nodière. Le centre offre des services adaptés aux familles autochtones. Mme Brazeau représente le Québec au Conseil d'administration national du Centre d'amitié, membre du Conseil d'administration du Musée d'art de Joliette. Elle a également travaillé chez Femmes autochtones du Québec pendant près de 10 ans et également membre du prestigieux groupe d'ambassadeurs de philanthropie La Nodière. Son riche parcours est animé d'une passion constante pour travailler au profit de la communauté autochtone. Bonjour, Mme Brazeau. Bienvenue d'être présente à notre rencontre d'aujourd'hui puis nous parler de la réconciliation des peuples autochtones. Maintenant, la première question à laquelle je vais débuter, j'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre vivre en communauté et vivre en territoire urbain pour un membre de la communauté autochtone. Parfait, on a justement 30 minutes Oui, pour parler c'est des certain. réalités autochtones. Mais je pourrais dire en gros, en fait, la réalité, les différences peuvent être grandes, puis sont petits aussi. On est quand même, on est 11 nations à travers le Québec ici. Alors, on a une variété de réalités dans la communauté autochtone, une variété aussi dans la culture, dans les langues aussi. Alors, je pourrais pas tout en décrire puis pouvoir tout en partager.
Par contre, c'est quand même plusieurs différentes réalités qui peuvent amener à des Autochtones à vouloir quitter une communauté autochtone pour venir vivre en ville. Ça peut être des raisons de santé, d'éducation, d'essayer de trouver un nouvel emploi. Alors, ça se peut aussi que c'est des Autochtones qui sont ici pour plusieurs générations. Donc, j'en suis une qui a grandi sur la rive sud de Montréal. Puis, j'ai eu la chance de pouvoir garder le sentiment de communauté en participant à des activités au centre d'amitié locaux à Montréal, parce que j'ai pu participer à plusieurs différentes activités culturelles, puis de me sentir en communauté. Donc, c'est de là vient le besoin d'avoir créé des centres d'amitié autochtones, j'imagine, pour accueillir, pour répondre aux besoins particuliers des Autochtones qui sont sortis du territoire pour venir en milieu urbain, j'imagine. Oui, exact. Les centres d'amitié, ça fait plus que 60 ans qu'ils existent à travers le Canada, avec plus que 130 centres d'amitié à travers le Canada. Au Québec, on a plus qu'une douzaine ici au Québec, puis ça fait plus que 50 ans qu'on existe ici au Québec. Le centre d'amitié, en fait, de Lanaudière, où est-ce qu'on est, c'est depuis 2001 qui est ouverte. Et ça a été ouverte pour répondre à un besoin justement de migration des membres de la communauté autochtone de Manoine dans la ville ici à Joliette, et pour être un lieu d'accueil, puis aussi pour être un ancrage culturel en ville. Oui, j'imagine que les gens doivent se sentir des fois un petit peu dépaysés quand ils viennent, qu'ils sortent de la communauté, de ne pas se retrouver entre eux, de se sentir isolés, puis de ne pas reconnaître aussi les repères au niveau des soins de santé. C'est un peu ça, j'imagine? Oui, mais comme qu'on avait vu tous avec les événements qui ont suivi le décès de Joyce, des fois, ça peut être quand même un choc culturel. Ils peuvent avoir des bris de doigts, ils peuvent vivre des situations de racisme quand ils viennent en ville. Il y a le barrière de langue aussi qui contribue souvent à des enjeux, puis à un sentiment de malaise qui peut se présenter. C'est ça, les centres d'amitié. On est là, en fait, pour pouvoir avoir un espace où est-ce que le monde puisse se sentir chez eux, de pouvoir se retrouver entre eux, et aussi d'avoir l'accompagnement aux besoins, de pouvoir avoir accès à des services aussi conçus pour eux, par eux. Alors, c'est quand même très varié, notre offre de services, puis ça répond à beaucoup de différents besoins, mais vraiment avec la personne puis l'individu centré au centre de tous nos services. Donc, vous permettez de faire le pont entre les services que les Autochtones peuvent avoir besoin à l'extérieur de votre service, puis le leur, j'imagine. Oui, le centre d'amitié, on développe des corridors de services, en fait, entre notre centre et les services publics. Alors, on peut avoir une offre de services qui peut donner accès à un médecin, mais pouvoir aussi faire l'accompagnement vers les services publics. Maintenant, dans le cadre de la réconciliation, quelle est, d'après vous, la difficulté la plus criante qui fait face le peuple autochtone? Oui, ça, encore, on a seulement 30 minutes. Encore une fois, c'est sûr que cette rencontre-ci, on pourrait être sur des heures de discussion, on en parle régulièrement, vous et moi, mais il va falloir faire ça dans le plus bref mot possible, parce qu'on a beaucoup de sujets, mais je vous écoute. Mais en fait, un des besoins qu'il y a, c'est de répondre aux besoins nommés par les membres de la communauté. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que le monde veut s'impliquer puis veut aider les communautés, puis ils vont venir avec leurs suggestions de solutions qui répondent peut-être même pas à une problématique vécue par la communauté. Alors, les premiers enjeux qu'il y a, c'est vraiment l'éducation, de reconnaître, de faire connaître les enjeux dont les Autochtones peuvent faire face, et après ça, d'aller d'une façon où est-ce qu'on redonne le pouvoir à la communauté, de pouvoir agir sur leurs propres enjeux, mais aussi en tant qu'alliés. Alors, je pense qu'on est un bon exemple, en fait, ici au musée d'alliance, et puis de répondre aux besoins qui ont été exprimés par les membres de la communauté. Puis avec cette belle murale-là, tu peux voir que c'est quelque chose qui est en continu aussi. Alors, on continue à développer nos relations à travers ça. Absolument. Les demandes pour la réconciliation des peuples autochtones du Canada varient selon les groupes, les contextes, mais elles incluent souvent les éléments suivants. Je vais vous les nommer, vous me direz si j'ai raison. Dans le fond,
Reconnaissance des droits de la souveraineté autochtone. Les peuples autochtones réclament la reconnaissance de leurs droits ancestraux de leurs terres, de leurs ressources, de leur gouvernance traditionnelle. Réparation des injustices historiques, c'est inclure la reconnaissance et la réparation des préjudices subis à travers les politiques coloniales telles que les pensionnats autochtones, les politiques d'assimilation forcée et la spoliation des terres. L'accès des services de qualité, un peu le principe de Joyce, la communauté autochtone demande d'avoir accès équitable aux services essentiels tels que l'éducation, les soins de santé, le logement, l'eau potable, ce qui devient le principe de Joyce au Québec. Consultation et consentement préalable, libre et éclairé, le peuple autochtone exige d'être consulté de manière significative et de donner leur consentement libre, éclairé, avant toute décision ou projet qui pourrait affecter leurs droits et leur territoire. D'où la maxime utilisée chez nous, chez FCC, « Jamais pour vous, sans vous ». La reconnaissance de la promotion de la culture de la langue autochtone, cela implique la protection de la revitalisation des langues et de la pratique culturelle autochtone, ainsi que la reconnaissance de leur contribution de la diversité et de l'identité nationale. Accès à la justice des communautés autochtones demandant accès équitable à la justice, y compris les réformes de justice de système pénal pour tenir compte des réalités autochtones et de la lutte contre la violence et la discrimination à leur égard. Je suis pas mal là-dedans, j'imagine. Je pense que le contexte explique assez bien ce que vous venez de nous expliquer plus tôt. Les demandes sont à peu près générales pour l'ensemble des peuples autochtones dans ce que je viens de décrire, n'est-ce pas? Oui, mais si on veut décrire la réconciliation, je pense qu'en début, il faudrait parler de la vérité. Alors, on parle souvent de la réconciliation, de parler de la vérité en début, puis c'est une reconstruction d'une relation perdue. Alors, on est en train de voir c'est quoi les éléments qui nous amènent vers une relation saine entre peuples et de reconnaître aussi l'indépendance de chacune de nos nations, puis d'accueillir ça avec une ouverture. Alors, pas juste de tolérer, mais de comment qu'on peut réellement inclure les Autochtones dans la vie de tout à jour, de chaque jour, ouais. Puis aussi d'aller plus loin, mais aussi de reconnaître notre contribution. Absolument, oui. Reconnaître les torts aussi, les torts du passé, les accepter. Oui, mais ça part à travers la vérité. La vérité, justement. C'est la première étape. C'est ça, effectivement, reconnaître les préjudices qui ont eu lieu, justement, les droits à l'autonomie financière et le respect de l'égalité. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones lors de la 107e séance plénière du 13 septembre 2007, guidée par les buts de principe énoncés par la Charte des Nations unies. Je vais vous la lire et vous me direz ce que vous en pensez. Affirmant que le peuple autochtone sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant les droits de tous les peuples d'être différents, de s'estimer différents et d'être respectés en tant que tels. Affirmant également que tous les peuples contribuent à la diversité, à la recherche des civilisations, des cultures et constituent le patrimoine commun de l'humanité. Affirmant, entre autres, que toutes les doctrines politiques, pratiques qui invoquent et prônent la supériorité des peuples, des individus, en se fondant sur des différences d'ordre national, racial, religieux, éthique ou culturel, sont racistes, spécifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes. Réaffirmant que les peuples autochtones dans l'exercice de leurs droits ne doivent faire l'objet d'aucune forme de discrimination, préoccupés par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation, de la dépossession de leurs terres et territoires, ressources, qui les empêchent d'exercer notamment leurs droits de développement conformément à leurs propres besoins d'intérêt. Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones qui découlent de leurs structures politiques, économiques, sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, historiques et philosophiques, en particulier sur leurs droits des terres, territoires, ressources, conscientement également sur la nécessité d'urgence de respecter et de promouvoir les droits du peuple autochtone
affirmés par le traité des accords et des arrangements constructifs inclus dans les États. Considérant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue à une mise en valeur durable et équitable de l'environnement et de sa bonne gestion. Travailler ensemble pour collaborer justement à un développement de partage et de connaissance de nos territoires. Oui, puis mais en fait, quand on parle de le droit à l'autonomie financière, une des raisons pourquoi on parle de ça, qu'on parle en termes de droit, c'est justement le fait que les Autochtones ont été mis à l'écart dans le développement de cette pays-là. Alors, on n'avait pas le droit d'avoir une compte de banque avant les années 50, je crois. On n'avait pas le droit d'embaucher une avocate. On n'avait pas le droit de participer dans un développement de patrimoine pour pouvoir même transmettre à nos enfants. La loi sur les Indiens nous dirige tout, qui contrôle tout. Alors, ça fait que ça crée des exclusions depuis des années pour les peuples autochtones de pouvoir on n'a pas pu participer pleinement dans les activités du développement économique du pays, étant donné que l'objectif, c'était justement d'assimiler, puis aussi d'extraire les ressources naturelles de ces territoires-là. Alors, ça a amené à la déposition des Autochtones de leur territoire. Effectivement. Donc, pas de développement économique, pas de pouvoir aussi de pouvoir se développer au niveau social, au niveau de son éducation, au niveau de sa santé, dans le respect des traditions non plus. Oh, justement pas. Puis en plus de le fait que les Autochtones ont été interdits de pratiquer leurs pratiques traditionnelles, leur spiritualité, ça a aussi contribué à une pauvreté en termes spirituels, financiers et autres, santé aussi. Le plus important recours collectif de l'histoire du Canada a débuté en 2007. Cette convention a instauré la Commission de la vérité et de la réconciliation au Canada pour faciliter la réconciliation entre les élèves du pensionnat indien, leurs familles, leurs communautés et tous les Canadiens. De 2007 à 2015, le gouvernement du Canada a alloué 72 millions de dollars pour soutenir les travaux du CVR, la Commission de vérité et réconciliation, qui a duré plus de 6 ans à travers le Canada. Avec plus de 6500 témoignages entendus et 7 événements nationaux organisés pour mobiliser la population et sensibiliser à l'histoire du pensionnat indien, le CRV a créé un registre historique du système des pensionnats indiens. Avec plus de 5 millions de dossiers fournis au gouvernement, conservés au Centre national sur la vérité et la réconciliation de l'Université du Manitoba, la Commission estime que 6 000 enfants ont décédé dans les pensionnats, rappelant leur objectif d'éducation, de conversion au christianisme, d'assimilation de la société canadienne, avec environ 150 000 enfants ont fréquenté ces écoles. La répercussion de ces événements historiques, qu'est-ce que ça a engendré sur les générations suivantes? Mais ça aussi, c'est une grande question, en fait. Oui, ce sont tous des grandes questions. Oui, c'est tous des grandes questions, puis on travaille des gros enjeux, mais les pensionnats indiens, c'était un des outils d'assimilation qui a eu le plus grand effet néfaste sur les communautés autochtones. Je peux parler juste de ma situation personnelle. Ma grand-mère a été à un pensionnat indien. Elle a rentré dans cette école-là en pouvant parler en Anishinaabe, en Mohawk, en anglais, en français. Elle a sorti en étant unilingue anglophone par après. C'est quelque chose qui a eu un effet tout le long de sa vie, jusqu'à plusieurs générations, jusqu'à moi, jusqu'à mes enfants, alors ses petits-enfants aussi, gèrent les répercussions de ces événements-là. Aujourd'hui, moi, je ne parle pas ma langue Anishinaabe, puis non plus mes enfants, sauf que mon fils, maintenant, a commencé à reapprendre le Mohawk, puis ma petite fille, maintenant, est unilingue Mohawk. Ah oui! C'est quelque chose dans lequel je suis très fière. Et c'est quelque chose qui amène une fierté aussi à ma grand-mère, qui a malheureusement passé à travers un moment assez pénible, puis elle a été courageuse de pouvoir passer à travers tout ça, puis de pouvoir quand même assez garder une identité avec elle, puis de pouvoir nous transmettre ce qu'elle pouvait à travers les années, mais ça fait une grande perte, en fait, pour plusieurs d'entre nous dans notre famille.
de ne pas pouvoir apprendre notre langue. Sûrement, oui. C'est quelque chose Puis elle ne vous a pas transmis non plus le savoir de la langue, mais le savoir des traditions, j'imagine. C'est ça, avec ces écoles-là, ils ont interdit la pratique traditionnelle, ils ont interdit les pratiques spirituelles, ils ont interdit l'utilisation des langues autochtones, qui a fait que plusieurs d'entre nous, on est dans justement la reconnexion, la revitalisation de notre culture, de nos langues, nos identités. Alors, d'après vous, comment les philanthropes, les organisations philanthropiques comme la nôtre peuvent vous supporter dans la réconciliation entre nos deux peuples et vous permettre de retrouver enfin la joie de vivre et la bonne humeur qui vous caractérise tant? Oui, mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez culturel, malgré toutes les affaires qu'on passe à travers, tous les enjeux qu'on vit. On garde l'humour, justement, puis on garde aussi l'idée que nos ancêtres nous parlent. Aujourd'hui, même si on ne peut pas parler la même langue, ils parlent à travers nous, ils parlent à travers ma petite fille. Puis comment qu'on peut soutenir cette revitalisation-là, c'est vraiment de soutenir des organismes autochtones, des communautés autochtones, puis de répondre aux besoins énoncés par eux. Alors, pour les centres d'amitié, on a plusieurs différents enjeux, mais notamment un manque de logement ici en ville. Ça, c'est une des enjeux criants dans la région de la Naudière. Et alors, pour nous, ça serait de soutenir nos projets d'infrastructure, de pouvoir répondre à un besoin assez urgent pour les membres de la communauté. Dans d'autres communautés, ça peut être aussi soutenir des projets de reconnexion à des cultures autochtones, alors des activités artisanales qui peut être en développement, des activités aussi d'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup, je pense que les Autochtones, c'est une des communautés les plus actives dans l'entrepreneuriat au Canada. Alors, il y a donc, les organisations philanthropiques comme la nôtre pourraient aider justement au développement du partenariat via des fonds ou des fonds dédiés, par exemple, des choses comme ça. Des fonds qui sont adaptables aux besoins des membres de la communauté, puis aussi de revoir peut-être comment que ces fonds-là sont jugés aussi par rapport aux fondations, parce que ça se pourrait que c'est dans une fondation québécoise, que c'est une communauté autochtone qui parle uniquement anglais, qui va vouloir déposer. Alors, d'être prête à pouvoir peut-être accepter des demandes anglophones. Oui, ou, absolument. aussi de pouvoir voir autrement l'artisanat que dans une idée plus allochtone, mais de voir que faire du parlage, c'est pas la même chose dans un contexte autochtone qu'un contexte allochtone. Du parlage, ça ramène à une tradition ancestrale et de soutenir cette activité-là, c'est de soutenir des savoir-être, des savoir-faire artisanes qui viennent de façon ancestrale. Oui, c'est ça. Puis vous me disiez aussi, ce qui serait intéressant, ce serait comme vous avez intégré aussi le conseil d'administration de Philanthropie dans Naudière, ça vous a aussi ouvert à une porte de financement qui est intéressante aussi, de comprendre qu'est-ce que la philanthropie peut aider, comment peut aider les philanthropes, les organismes, comme le Centre d'amitié autochtone, entre autres, mais aussi les communautés qui sont encore en région. Ça fait que ça, vous voyez toute la portée qui pourrait être faite. Oui, parce que c'est quand même important de s'en souvenir que, justement, les Autochtones ont été exclus du développement économique et ça fait qu'on est en grand besoin de pouvoir être soutenu. Il y a souvent, des fois, des pensées que le gouvernement paye pour tout. Oui. Mais en tant que centre d'amitié, on a accès au même bassin financier que tous les autres organismes. Oui. Dans la région, on n'est pas traité de façon subventionnée. Vous n'êtes pas non, on est. Alors, puis pendant des années, en fait, on était sous-financé. Alors, ça fait qu'on est en rattrapage en ce moment de pouvoir répondre aux besoins
assez criante dans notre communauté, mais aussi de se rattraper dans une façon de pouvoir faire du développement économique auprès de les communautés. C'est aussi une forme de réconciliation, de pouvoir compter sur des partenaires autant autochtones qu'allophones, là, comme on le disait tout à l'heure, d'intégrer des membres de la communauté autochtone dans le milieu des affaires, dans notre regroupement d'affaires, c'est aussi une forme de reconnaissance de capacité de comprendre le milieu des affaires et d'intégration aussi du partage des biens. Oui, exact. Puis de reconnaître que le parcours d'une femme autochtone peut être différent d'un parcours d'une femme allochtone. Alors, de reconnaître tout ce parcours-là comme une richesse aussi d'expérience qui peut être un ajout justement à vos organismes, à vos fondations, puis vous amener peut-être une nouvelle vue, un nouvel point de vue qui pourrait être enrichissant en fait pour d'autres membres aussi. Tout à l'heure, on parlait des défis spécifiques concernant la communauté autochtone urbaine. Dans le cadre des réconciliations, qu'est-ce que ça serait là, pour vous une bonne pratique, une bonne stratégie? Comment on peut intégrer les communautés, les Autochtones en milieu urbain à avoir un sentiment de réconciliation, de se sentir bien accueillis? On parlait d'hébergement tout à l'heure. On sait qu'on vit une problématique d'hébergement, mais je pense que les membres de la communauté autochtone vivent un surplus à ça, vivent une forme de racisme aussi au niveau de l'allocation des hébergements. Oui, en fait, il y a une double discrimination qui se fait souvent par rapport aux Autochtones. Le fait, qui sont autochtones, le fait qu'ils vivent en pauvreté des fois aussi, ça rajoute aussi à des discriminations qu'ils vivent. Puis c'est quelque chose qui fait que sont encore plus à risque de tomber dans une situation d'itinérance. Il y a aussi plusieurs autres barrières qui amènent que en communauté, t'as pas de location d'appartement, tu n'as pas de locataire, alors tu n'as pas une bagage que tu peux te fier dessus pour avoir une référence, par exemple, pour louer. Il n'y a pas de compte de banque souvent dans plusieurs communautés, alors tu n'as même pas de crédit qui est développé. Alors, faire une demande de crédit, c'est quelque chose qui est une impossibilité pour quelqu'un qui vient de certaines communautés pour vivre en ville. Alors ça, c'est des affaires que ça amène à des gros risques pour plusieurs de nos membres et le fait aussi qu'ils vivent en grande famille. Alors, ça peut être des familles, c'est 1,5 enfants par Québécois, mais dans le contexte autochtone, c'est 2,5 enfants par individu. Alors. Puis les femmes ont les enfants très jeunes, donc souvent, ils sont démunis ou sont toutes entièrement dévoués à leurs enfants, donc c'est plus difficile là, de conjuguer, travailler. Les membres de la famille ne sont pas présents, donc ils sont vraiment laissés seuls. Donc, un bon moyen d'intégrer la communauté autochtone et de reconnaître ces difficultés-là et de les aider, de les supporter, de dire justement, comme on dit, la différence crée la richesse. Oui, puis justement, souvent, ces femmes-là, par après, ils vont retourner vers les études aussi. Alors, de soutenir des projets pour des femmes autochtones qui vont retourner à l'école, de soutenir des projets qui sont, en fait, souvent issus de la communauté autochtone aussi. Alors, soutenir des organismes autochtones dans votre région, c'est une façon de pouvoir soutenir la réconciliation entre nos peuples. Puis, c'est ça. Donc, pour vous, ce qui serait bien au niveau des regroupements de la philanthropie, ce serait ceux qui ont justement un centre d'amitié autochtone près d'eux, de pouvoir intégrer justement peut-être un membre sur le conseil d'administration pour qu'ils soient conscients de tous les besoins qu'ils ont dans la région et ou faire des levées de fonds ou des fonds, offrir des fonds d'aide pour des familles justement qui sont à la recherche d'hébergement et de l'accompagnement sur leur territoire. Mais les fondations, oui, peuvent soutenir les membres autochtones dans plusieurs différentes façons, notamment, comme tu dis, de les inclure sur leur conseil d'administration, d'ajuster peut-être les critères pour que ça peut répondre aux besoins énoncés par les communautés autochtones, d'aller vers les organismes autochtones dans leur région, peu importe un centre d'amitié ou d'autres organismes aussi qui peuvent être existants, et de leur demander c'est quoi leurs besoins pour pouvoir répondre à leurs besoins
qu'ils ont spécifiques pour eux. Puis c'est ça, de donner un espace, une plateforme, une visibilité aussi pour les peuples autochtones, pour leur valoriser, puis leur faire sentir le bienvenu. Je sais, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me touche, c'est le fait que j'ai une place avec Philanthropie Lanaudière, j'ai une place avec le Musée de Joliette, que je me sens le bienvenu, j'ai une belle visibilité quand je rentre en ville. C'est des façons gagnantes à pouvoir développer cette relation-là, puis de créer des espaces de rencontre, en fait, entre nos peuples. Oui, effectivement. Une dernière question, mais vous y avez presque répondu tout à l'heure. Que souhaitez-vous pour les enfants autochtones de demain? Oui, pour la future, en fait. La future génération. Ouais, mais en contexte autochtone, on pense souvent aux 7 prochaines générations. Alors, c'est ça, c'est comment qu'on essaie de penser. Alors, chaque action qu'on pose aujourd'hui, comment ça va affecter non seulement la prochaine génération, mais les 7 générations qui s'en viennent dans le futur. Et pour moi, qu'est-ce que j'aimerais bien, en fait, c'est qu'ils se sentent bien à pouvoir être eux-mêmes, qu'ils sont, j'espère, pour ma petite fille, mes petits enfants, qui n'ont pas à travailler, en fait, pour les enjeux autochtones autant que je vois, moi, ma mère, d'autres membres de la communauté en train de travailler et œuvrer, puis qui puissent devenir des avocates, des médecins, des infirmières, des professeurs, juste pour l'être. Oui, pour le plaisir, puis pouvoir être reconnus aussi pour leur connaissance puis leurs compétences culturelles, avoir des danseuses traditionnelles autochtones, être reconnues pour être des danseuses traditionnelles autochtones. Oui. C'est quelque chose que j'aimerais bien aussi. On parle au Centre d'amitié souvent du fait que nos membres, ils se sentent bien chez eux, ils se sentent bien dans leur communauté, puis ils se sentent bien dans le Centre d'amitié. Qu'est-ce que j'aimerais pour le futur, en fait, c'est qu'ils se sentent bien partout. Oui. Sur leur propre territoire, qu'ils se sentent accueillis, visibles et le bienvenu. Qu'ils se sentent chez eux au Canada, finalement. Oui. Pas seulement dans les territoires. C'est ça. Protégés. Bien, écoutez, merci, ma chère amie, d'être venue avec nous pour nous parler de réconciliation. Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, on pourra en parler quelques jours de la réconciliation. Ouais. On a toujours du plaisir à se parler. Chers amis, collègues, je vous remercie de nous avoir donné tout ce temps de discussion sur la réconciliation. Comme vous voyez, on aurait pu en parler pendant des heures, mais à un moment donné, c'est difficile, c'est émotif, c'est chargé d'histoire, ce sujet. Il faut, oui, en parler encore longtemps, mais plus on en parle, plus on avance dans le débat, plus on arrive vers une résolution. Alors, tout ce que je souhaite, c'est qu'on garde notre maxime chez Philanthropie Lanaudière, mais chez Fondation communautaire du Canada, jamais pour vous, sans vous. Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire en conciliation de vos attentes, mais dans le respect aussi de leur façon d'être. Alors, je vous remercie. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Je vous rappelle mon nom, Josée Girard. Je suis directrice générale de Philanthropie Lanaudière située au Québec. Merci, à bientôt. Wow! Alors, Jennifer et José, une présentation passionnée. C'est la 3e fois que je la visionne et je me retrouve émue et inspirée chaque fois. Et il y a toujours des points de repère que je trouve à l'intérieur de vos contenus qui sont bien réfléchis et révolutionnaires jusqu'à un certain point. Et merci beaucoup. Sur ça, c'est vrai que cette discussion suscite de bonnes réflexions pour tous et pour toutes. Et je suis confiante que plusieurs d'entre vous ont des commentaires ou des questions qui leur viennent à l'esprit. Alors, nous allons maintenant ouvrir cette discussion, soit dans la boîte de clavardage ou bien en levant la main. Alors, on va donner à l'auditoire quelques instants. Moi, j'ai quelques questions pour vous. Alors, la première étant, comment avez-vous commencé la relation entre le Centre d'amitié et Philanthropie Lanaudière?
Bien, en fait, nous avons toujours été très conscients de l'implication du Centre d'amitié autochtone dans la Nadière aussi. Nous sommes reconnaissants aussi d'avoir une directrice générale au Centre d'amitié autochtone aussi ouverte que Jennifer. Donc, de l'intégrer à notre conseil d'administration, ça a été que du plaisir. Ça nous a permis de davantage approfondir notre relation, mais aussi de comprendre davantage les besoins des Autochtones sur notre territoire. C'est sûr que ça a découlé, cette relation-là a découlé rapidement suite à une problématique qu'on a vécue chez nous lors du décès de Joyce Echaquan qui a bouleversé la nation au complet. Je vais faire un petit récapitule de la problématique. C'est une femme autochtone qui a voulu recevoir des soins au centre hospitalier de Joliette et elle a vécu auprès de 2 infirmières qui l'ont abandonnée lors de ses crises de santé, l'abandonner sous différentes problématiques de racisme, avec des interprétations de racisme. Donc, elle a eu la brillante idée de filmer cette période difficile-là, mettre ça sur live sur Facebook, et on s'est rendu compte rapidement des problématiques de racisme sur notre territoire. Donc, pour contrer tout ça, le mieux, c'est justement faire contrepoids en ayant des relations saines et harmonieuses et amicales avec nos partenaires de communauté qui sont nos amis autochtones, tout simplement. Et toi, Jennifer, pourquoi tu as intégré le conseil d'administration de Philanthropie Lanadière? Oui, mais en fait, je crois que le contact a été fait même avant les événements avec Joyce. Je pense que On, oui. on a peut-être resserré un peu plus les relations suite aux événements, mais j'étais déjà contactée. C'était une des premières demandes, en fait, que j'ai eues quand j'ai rentré au poste d'un organisme partenaire de venir participer au conseil d'administration de Philanthropie Lanaudière. Puis j'ai trouvé ça comme vraiment gentil. Puis c'est en tout cas, j'étais impressionnée du fait que on était déjà sur le radar, en fait, de votre organisme. Et puis, c'est ça. Alors, je me suis joint au conseil d'administration en espérant aussi de développer un réseau, étant donné que c'était mon premier poste en tant que direction dans cette région. Puis, ça m'a ouvert la porte à pouvoir se rencontrer quand même du monde assez dévoué à des bonnes causes. Alors, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Puis, il y avait une ouverture, puis une curiosité aussi qui était très bon. Maintenant, Jennifer n'est plus sur notre conseil d'administration parce qu'elle est débordée, elle aussi. Cependant, elle représente en tant qu'ambassadrice le Philanthropie Lanadière sur le territoire. Excellent. C'est super beau. Merci beaucoup. Alors, C'est des plaisir. réponses riches. Une autre question, s'il n'y a pas d'autres questions de l'auditoire. Alors, j'aimerais savoir ce que vous recommandez ou des points de repère que vous aimeriez offrir à d'autres fondations communautaires qui veulent entretenir, développer les relations avec soit les centres d'amitié ou bien d'autres formes de communautés autochtones. Bon, Jennifer, tu y vas, j'y vais? Mais je te laisse. OK. Ben, on a effleuré un petit peu durant la vidéo les possibilités de démarche. C'est sûr, on en a parlé aussi. Les membres de la communauté autochtone n'ont pas le réflexe naturel d'intégrer des conseils d'administration qui nous aident à développer notre culture administrative, notre culture d'affaires. Donc, c'est le principe de l'intégration, c'est aussi des fois d'aller les chercher nous-mêmes, de chercher des membres de la communauté pour qu'ils intègrent notre conseil d'administration, qui se développent eux aussi des techniques de gestion qui sont intéressantes. Il faut savoir aussi que philanthropie est beaucoup reposée, sa philosophie sur celle, a beaucoup calqué celle de les fondations communautaires du Canada, qui a un esprit très ouvert et très d'intégration. Ce qui fait que d'intégrer un membre de la communauté autochtone,
c'est que du plaisir et des connaissances ajoutées aussi, parce que ça nous permet de comprendre davantage leurs besoins, parce que moi, je ne peux pas connaître leurs besoins. Eux seuls peuvent me le dire. Alors, c'est la meilleure façon là, de pouvoir répondre aux besoins de la communauté autochtone. Excellent. Merci beaucoup, José. Jennifer? Oui, mais je pense qu'il faut aussi, c'est ça, être consciente qu'il y a une relation à développer au début, étant donné, comme tu dis, c'est pas un reflet, mais souvent c'est parce que c'est les moments où est-ce que les Autochtones ont peut-être essayé dans le passé de rejoindre certains autres organismes. Ils ont fait face peut-être à des situations justement de discrimination, tu sais, du monde qui était peut-être pas éduqués sur les enjeux ou sur les peuples autochtones. Alors, ça fait qu'il y a un refroidissement qui se fait naturellement parce que tu ne veux pas te faire reblesser. Alors, ces relations-là prennent du temps à développer aussi, de développer des relations de confiance. Ça veut dire d'être présente, d'être là à l'écoute, de prendre le temps, puis éventuellement, il y a quelque chose qui va débloquer. Et aussi de reconnaître que souvent, les organismes sont très débordés, comme tout organisme, mais c'est particulièrement très difficile en contexte autochtone avec la complexité du travail qu'on a à faire. Alors, c'est de reconnaître aussi, puis d'avoir un peu de patience du fait que le monde, on peut-être pas la capacité de répondre aussi vite que le monde aimerait. Oui, absolument. Le temps. Précieux. Alors, merci beaucoup, Jennifer et José. Et la dernière question de cet après-midi. Alors, nous avons une question ici dans notre boîte de clavardage. Alors, je vais la lire. Alors, one of the things we have heard from Indigenous-led organizations that L'une we des choses partner qu'on a entendues des organisations autochtones avec lesquelles nous faisons un partenariat, c'est qu'ils n'ont pas la capacité pour dévouer du temps à toutes les organisations qui veulent faire de la réconciliation. Quand la première étape est de bâtir des relations, ça peut consommer beaucoup de temps. Donc, on doit penser clairement à donner un soutien financier pour soutenir cela. Évidemment, chaque organisation est différente, mais pouvez-vous nous donner des suggestions générales pour réduire la charge de travail? L'une des choses qui est très sous-financée dans les communautés autochtones, c'est l'administration. Pour être honnête avec vous, d'avoir une réceptionniste qui est payée, une personne qui est en mesure de s'occuper des finances, une assistante administrative, une adjointe, nous n'avons pas cette capacité dans plusieurs organisations autochtones. Avec des années de sous-financement, nous n'avons pas été en mesure de développer ce genre de ressources dans l'organisation qui limite notre capacité de communiquer avec d'autres organisations ou d'être en mesure de développer ces relations. Donc, souvent, on se concentre sur le travail administratif juste pour faire les rapports qu'on doit faire pour nos financeurs, nos bailleurs de fonds. La plupart de notre travail est pour la livraison des services, mais habituellement, c'est un casse-tête difficile parce qu'on n'a pas personne pour répondre aux courriels. Merci beaucoup, Jennifer. Thank you. Alors, I'd like to thank you both. Alors, je tiens à vous remercier tous les deux pour une présentation passionnée qui va nous servir comme considération en allant de l'avant, c'est certain. Il y a beaucoup à y réfléchir. Alors, merci beaucoup à tous et à toutes de votre participation réfléchie aussi. Et c'est sur ça que termine le webinaire d'aujourd'hui. Alors, avant de partir, veuillez prendre le temps de répondre à quelques questions dans notre sondage, dans la boîte de clavardage. Cela nous aidera à faire en sorte que ces webinaires soient à la fois instructifs et intéressants. Alors, vous serez également invité à participer à nos prochains événements. Notre prochain webinaire se tiendra le 16 avril et aura pour thème Naviguer dans l'avenir des dons grâce aux fonds conseillés par les donateurs. Alors, prière de nous joindre pour cet événement. Alors, n'hésitez pas aussi à consulter notre page d'événements qui est toujours là. Et je vous souhaite une très belle journée et une belle continuation. Merci beaucoup.
Kiti Miigwech.